Mesdames, Messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver. Et oui, nous avons fait un grand saut parce que nous espérons qu'avec la reprise, que nous allons pouvoir faire des dribbles, nous allons pouvoir faire des paniers, faire des smatchs, pourquoi pas. Et ça, nous allons très certainement convaincre ce Covid. Alors, c'est vrai qu'hors antenne, on disait, on avait commencé à dire le Covid et puis comme la biogaz, on va dire la Covid. Bon. Vous voyez, sur le plateau, je suis la seule femme. Bonsoir Clément. Bonsoir Gisèle. C'est juste pour vous donner du bon gaz, même si c'est à 30 euros. Non, quoi. pas du tout. En tout cas, content d'être là ce soir après. Heureuse de vous retrouver. Un an. Oui, donc, pratiquement. Content. Et puis, merci de me renouveler votre confiance pour cette émission. Oui, et Philippe également, bonsoir, même si les titiri ne sont pas encore descendus du Grand Guillard. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle une running joke. Exactement. Comment allez-vous, Philippe? Je vais bien. On survit à tout ce qui nous arrive. Donc ça faisait très longtemps, franchement, vous nous avez manqué, Gisèle. Vous n'avez pas manqué aux téléspectateurs, vous. C'est moi qui vous ai manqué. Ça, il faut... Dites-nous la vérité. Alors, certainement, il y a les deux. Bon, je préfère ça. Donc, vous nous avez manqué également, Philippe. Et puis, les sportifs aussi, parce que c'est vrai que vivre comme ça, dans cette espèce de confinement, déconfinement, reconfinement et tout ça, le sport nous manque. On remercie Gabriel, à la réalisation technique, Manuela également qui collabore. Et puis, Clément, nous avons également des invités. Vous avez choisi particulièrement des sports qui ont déjà commencé, pratiquement, le foot et le volley. Le volley, exactement. En la personne du président Samuel Perrault. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Et Ronald Rignard, le président de la Ligue de volley. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc nous allons faire une émission, dès ce soir, nous allons essayer de faire des émissions très spéciales avec, bien entendu, les différents présidents de clubs et de ligues, de comités et de ligues, parce qu'en fait, il faut reprendre, il faut vous permettre également de reprendre un peu la vie et en espérant que les gestes barrières et tout ce qui s'ensuit, nous allons effectivement pouvoir démarrer l'activité sportive proprement dite, et c'est vrai que le football l'a déjà fait. Et le volley aussi non, pas tout à fait. Et comme on ne peut pas encore aller sous les stades pour avoir des images, donc nous préférons inviter les présidents de la Ligue qui parleront de le sport et de la situation. Et c'est vrai que ce n'était pas chose facile. Pratiquement c'est 1 an et demi. C'est ça, Samuel Perrault, à peu près? Oui. C'est si loin que vous n'avez pas compté les mois. Avec des arrêts, des demi-arrêts, des difficultés. Alors, Gisèle et les amis, permettez-moi quand même d'adresser un petit clin d'œil à Clément Marie. Bien sûr. Puisque c'est un potomitan que le mouvement sportif et le mouvement associatif a perdu. Et donc, j'aurai toujours une pensée pour lui, étant c'était un homme vivant, c'était un homme de défi et puis un homme très optimiste. C'est vrai. Et donc c'est peut-être une part de cet optimisme qui nous échappe et qui part justement en ces temps de crise. Et donc voilà. Mais voilà, c'était un homme aussi de fête et qui avait la joie de vivre. Donc, et puis omnisport également. Donc il serait certainement pas d'accord qu'on s'atermoie ou la vie va continuer, la vie sportive va continuer au-delà de cette crise sanitaire et au-delà des personnes que les uns et les autres ont pu perdre parmi les proches, parmi leurs familles. Voilà, et c'est vrai que on va quand même s'y associer parce que nous avons effectivement dans cette période de crise perdu pas mal de sportifs. Le dernier en date, donc c'est Pierre Mangatal que vous connaissez, qui est un grand sportif coureur qui a commencé par l'Ascoia, le club. Il a passé beaucoup de clubs. Il a passé beaucoup de clubs, mais sportif aussi, je crois. Et c'est vrai que et puis toutes les personnes qui ont perdu quelques de proches. On sait que cette crise, on faisait allusion donc au crash avec 152 Martiniquais, mais là on a doublé, même si ce n'est pas d'emblée. Mais quand on compte, effectivement, c'est quand même près de 600 à peu près. Et on espère que le compteur va s'arrêter là, particulièrement, et que le sport d'ailleurs permet de recommencer pour certains, recommencer à marcher, recommencer à faire des activités parce que malheureusement cette pandémie et puis cette maladie a freiné pas mal de choses.
Et puis, mis certaines personnes aussi à l'arrêt, en fauteuil roulant, béquille, et il faut recommencer à vivre, il faut recommencer à marcher. Donc, pour tous ceux qui nous regardent ce soir, on ne peut que vous souhaiter un courage aux familles qui ont perdu des proches, là aussi, et puis, bien entendu, à tous ceux qui sont encore, malheureusement, dans des situations critiques, comme on les appelle. Eh bien, on apporte une solidarité sans faille à toutes les familles. Voilà pour cette partie qui n'est pas très réjouissante, c'est vrai, mais il faut parler de sport. Comme Samuel vous avez dit tout à l'heure, Clément Marie n'aurait pas aimé qu'on dise bon, on attend tout et puis on arrête, mais c'est vrai qu'il faut recommencer, et cette ténacité, cette envie de recommencer, tant au niveau des acteurs, mais au niveau également des ligues et comités, c'était important, on va commencer par le football, c'était important pour vous de passer ce cap. Oui, et d'ailleurs je remercie les clubs qui ont presque spontanément, dès que l'autorisation a été donnée de reprendre la pratique collective encadrée, donc plusieurs clubs ont déjà repris le chemin des entraînements, ont repris aussi pour certains la pratique encadrée des tout jeunes, des moins de 12 ans. Et c'est ce qu'on espère. Hein. On souhaite que cette pratique dite du football d'animation, dite des écoles de football, qui a priori est moins contraignante que pour les plus de 12 ans et les seniors, puisse reprendre avec des dirigeants et des éducateurs qui le souhaitent, avec bien sûr le respect des conditions sanitaires pour les adultes, voire même les parents qui accompagnent. Et donc, et puis on l'a dit aussi, on va reprendre progressivement les compétitions. Donc il y a déjà une feuille de route pour reprendre les compétitions seniors hommes avec les qualifications de la Coupe de France. On peut en dire deux mots tout à l'heure. Et puis également le plus vite possible pour reprendre la pratique des championnats de seniors, hommes-femmes, des compétitions jeunes, mais également de la pratique diversifiée comme le futsal. Oui, en effet, c'était une de mes questions. Comment allez-vous organiser cette nouvelle saison? Est-ce qu'il y aura une autre formule ou est-ce que ce sera la même? Alors on est résolument optimiste, hein, puisque s'agissant, je le disais, de la Coupe de France, à cause du calendrier contraint, on sera obligé d'avoir une formule, un système d'épreuves adapté, hein, avec moins de clubs. Donc on a évoqué la possibilité, mais on attend les dernières validations à la fois avec les amis de la Guadeloupe et de la Guyane, mais surtout avec la direction des compétitions nationales de la fédération. Ça sera sans doute une formule allégée avec moins de clubs, basée sur à la fois la valeur sportive, c'est-à-dire ceux qui ont eu une bonne performance les années précédentes, et puis un petit peu le sort, hein, l'aléa du sort par tirage au sort, pour avoir très certainement une phase qualificative avec malheureusement pas plus de 16 clubs, permettant en fin novembre d'arriver à qualifier, enfin à sortir qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France. Et puis on espère pouvoir dans la foulée démarrer les compétitions, championnat, d'abord R1, R2 et puis un petit peu après R3, mais également, je le disais, la pratique diversifiée, le futsal, le foot féminin et les compétitions de jeunes. Alors, concernant le Matinino, est-ce que le calendrier sera affecté? Alors, on espère que non. C'est-à-dire qu'on sort d'une compétition, le bilan sportif, organisationnel est tiré, le bilan médical aussi, c'était important de tirer des enseignements. Et il nous reste à faire entrer encore quelques factures avant de boucler le bilan financier. Et puis, on est déjà en marche pour construire un nouveau projet. Un nouveau projet sélection senior de la Martinique, et équipe de Martinique. Et donc, lorsque ce projet sera écrit, mais ça ira vite, hein, on partira vers la désignation de nouveaux staffs, de nouveaux sélectionneurs pour l'équipe de Martinique de football.
pour l'année 2023. Alors pour l'année 2022, dès le milieu de l'année 2022, nous aurons de nouveau ce qu'on appelle la CONCACAF Nation League, l'équivalent de la Nation League pour laquelle la France est dans le dernier carré. Et je rappelle que la Martinique est elle aussi dans le groupe A, le groupe supérieur de la CONCACAF Nation League, avec les 11 autres meilleures équipes des Amériques et de la Caraïbe. Alors dites-moi, au niveau, vous avez recommencé au niveau de la Ligue de foot, quand on connaît les conditions qu'il faut pour les licences, le pass sanitaire, les tests PCR qui vont être payants très prochainement, d'ici là 2 semaines, les tests transgéniques. Concrètement, à l'heure où nous parlons, combien de licenciés n'ont pas encore renouvelé leur licence et puis quelles sont les méthodes que vous avez adoptées pour leur permettre de pratiquer? Alors, je n'ai pas, alors on parle le dernier point sur le nombre de licences, on sait que même en temps normal, la prise, le renouvellement des licences s'étale sur plusieurs. Ben on va jusqu'à 10 000, 10 11 000, en sachant que sur ces 10 11 000, vous avez environ 6 000 jeunes, c'est-à-dire les moins de 18 ans. Les effectifs seniors sont finalement faibles par rapport à toute l'armée des jeunes qui pratiquent. Et puis il y a aussi un volume de licenciés adultes, les dirigeants, les arbitres, les délégués, les commissaires, etc. Donc on va faire le point. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une volonté avec le petit sondage qu'on a pu faire d'une bonne majorité de clubs de reprendre. Et nous sommes là justement de manière très pédagogique justement pour expliquer comment ça va se passer. Donc ça a déjà débuté et on encourage ceux qui n'ont pas encore commencé à s'organiser pour reprendre les entraînements. Effectivement, on espère que jusqu'au 15 novembre, puisque c'est ce qui avait été annoncé par les autorités, que contrairement à la métropole où les tests vont être déremboursés à partir du 15 octobre, il est très probable que ça soit repoussé au 15 novembre pour ce qui nous concerne. Donc jusqu'au 15 novembre, entre guillemets, il n'y a pas de souci. C'est ce qui se fait déjà dans les clubs. Les licenciés se testent, soit en test RT-PCR, soit en test antigénique, voire même avec des autotests pour lesquels il n'y a pas obligation d'avoir une supervision par un professionnel de santé lorsqu'il s'agit simplement de sécuriser une séance. D'accord. Par contre, s'il faut établir un QR code, à ce moment-là, il faut un QR code valable 72 heures. À ce moment-là, il faut un professionnel de santé. Donc, c'est ce qu'on encourage tous les clubs à faire, à reprendre l'activité au moins jusqu'au 15 novembre avec ce dispositif qui est, j'allais dire, presque standard. Et à partir du 15 novembre, la Ligue prendra en charge les autotests avec des financements que nous sommes en train de verrouiller pour voir ça. Ça a été déjà estimé. Si jamais... estimé à ça a été estimé. Si jamais la pandémie, l'épidémie devait nécessiter un pass sanitaire jusqu'à la fin des compétitions, pour la totalité des compétitions, on est à plus de 100 000 euros d'autotests, en sachant que lorsque vous commandez un grand nombre, vous réduisez les coûts. Les derniers devis que nous avons, à partir de 4 000 autotests, vous descendez à 2,2 euros et vous pouvez encore descendre peut-être en dessous de 2 euros si vous achetez avec d'autres ligues peut-être. Voilà, absolument, avec le mouvement sportif, on étudie ça pour avoir. Et puis, on appelle aussi, évidemment, nos tutelles et les institutions. En Guadeloupe, les camarades de la Ligue de Guadeloupe ont fait une démarche auprès des communes, auprès des collectivités et des communautés de communes pour un accompagnement. Évidemment, il n'est pas question de demander aux collectivités de tout prendre en charge, mais d'apporter une petite pierre à l'édifice pour que justement cet édifice ne s'écroule pas. C'est ça. Et en ce qui concerne pour les sportifs, vous prenez quoi, vous, en tant que président de ligue? La vaccination, les tests PCR, les tests transgéniques, une réduction des licences Non, alors écoutez, moi, ma position est claire. Je suis médecin, je suis praticien hospitalier et
dans un service qui est au cœur de l'affaire, c'est-à-dire au service des maladies infectieuses et tropicales. Je suis à la retraite du SDIS et de reprise des activités médicales. Et donc, c'est un sujet qui est clivant, mais la vaccination, on ne cessera de le répéter, et pour l'instant, la seule opportunité qui s'offre à nous pour que la vie reprenne. Moi, j'ai eu la chance d'aller à la finale de la Gold Cup à Las Vegas, dans un nouveau stade de 48 000 places, qui était complet, avec l'ensemble des personnes qui étaient porteuses d'un pass sanitaire. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, les plus de 12 ans sont vaccinés, enfin déjà à l'époque, oui. Au 1er août, ils étaient déjà vaccinés à plus de 70%, en tout cas au moins pour une première dose. J'ai eu la chance d'aller récemment avec nos jeunes du dispositif Insert Foot voir le match Paris Saint-Germain Clermont Foot. 48 000 personnes dans le stade, pass sanitaire pour tout le monde, contrairement à ce que certains peuvent penser. Et il n'y a pas de possibilité de triche. Pourquoi ? Parce que vous avez un billet qui est nominatif et vous avez votre passe sanitaire avec des contrôles de police en premier cordon devant. Donc les gens dans le stade, le masque n'est plus qu'optionnel dans le stade, avec la vie qui a repris. Avec les jeunes du Foot, nous sommes partis à Bruxelles, où nous avons, et là aussi, rencontré des gens, eu des contacts avec des foules dans des organisations où le pass sanitaire est obligatoire. Donc après, chacun a sa liberté. Mais si on veut que la vie reprenne, et la vie a déjà repris dans le monde occidental, peut-être un peu moins ailleurs dans certains pays, mais dans tout le monde occidental, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, dans toute l'Europe, la vie a repris. Et je rappelle qu'il y a derrière cette pratique sportive, même pratique sportive amateur, il y a évidemment un besoin économique, parce que vous avez des structures qui vivent de ça. La Ligue de football, c'est aujourd'hui 31 salariés. Si ça s'écoule, c'est des pères et mères de famille qui vont peut-être être obligés d'être à la rue. C'est également tout l'aspect sport-santé, parce que si ça s'arrête, on peut avoir des conséquences. Et c'est tout l'aspect, évidemment, insertion sociale, intégration des jeunes, dans cette dimension qui est importante. Donc, il ne faut pas toujours jeter la faute sur autrui, il faut se regarder en face et puis se dire que nous ne sommes pas le centre du monde, même si ce n'est pas le lieu ni le moment de donner des leçons de morale. Je crois qu'il y a des efforts à faire en termes de conscientisation pour que les choses avancent. Et dernière question, en imaginant nous arrivons dans une grande compétition, stade de Dillon ou Lamentin, où vous allez faire aussi appel aux policiers pour les contrôles, les bénévoles seront aptes à contrôler. Comment vous avez déjà imaginé une entrée de stade Oui, alors c'est comme les entrées au restaurant. Alors c'est sûr que effectivement, si on a 5 ou 6 000 personnes sur une grande manifestation, ça serait un petit peu plus compliqué à mettre en œuvre. Mais c'est ce qu'on espère. Je le répète, c'est ce qui se passe partout dans le monde aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'ici à Martinique, les gens iront voir un match de foot, par exemple? Moi, je sais pas. Moi, j'ai la semaine dernière fait l'expérience d'un restaurant qui jusqu'à présent, jusqu'alors, était toujours bondé. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il était à peine à moitié rempli, alors que d'habitude, on refusait du monde. Donc, les choses vont reprendre petit à petit. Donc, nous, on a cette chance de pouvoir reprendre. Il est clair que compte tenu du positionnement des Martiniquais aujourd'hui, à la fois vis-à-vis de la vaccination et à la fois vis-à-vis du pass tout simplement, des autres possibilités du pass, ça va être peut-être progressivement réalisable. Mais il faut garder espoir et puis les choses vont reprendre. Parfait. Le volley, il espère également. Non, mais le volleyball, là aussi, il faut lever 3 barrières. La première barrière, c'est la barrière de l'autorisation, de ce confinement et de ce couvre-feu à 19h, sachant que la plupart de nos clubs s'entraînent en semaine à partir de 19h. Donc là, c'est rapidement clos comme débat. On espère qu'à la mi-octobre, on aura de bonnes nouvelles et que ce couvre-feu nous permettra de travailler avec les clubs.
et les différents organismes qui pratiquent le volleyball. La deuxième, on ne peut pas l'occulter, c'est ce pass sanitaire, où effectivement, quand vous parlez de sondage, c'est vrai qu'il n'est pas très populaire dans le monde du volleyball, et qu'à partir de là, ça paraît difficile de retravailler. D'ailleurs, vendredi dernier, nous avons une réunion avec l'ensemble des présidents de clubs, et donc on leur a demandé d'introspecter de manière très forte pour voir ce qu'il en était dans les clubs et ce que l'on pouvait faire. Et puis, si vous voulez, mon ami Samuel a un peu plus de chance, il a des terrains en plein air, nous avons des terrains soit couverts, etc. Et là encore, nous avons une autre barrière à lever, puisque vous savez que la plupart de ces infrastructures sont de la gestion des communes, et que les communes sont un peu réticentes, demandent les protocoles fédéraux, demandent les protocoles à mettre en place, parce que là aussi c'est un peu plus délicat. Quand vous savez que vous n'avez pas droit au vestiaire quand vous allez faire ces compétitions-là, c'est quand même, pas de ces compétitions, c'est pratique, c'est quand même difficile. C'est ça. Mais nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir aussi parce qu'on ne veut pas laisser une nouvelle saison blanche pour le volleyball, la pratique du volleyball. Donc nous avons exclu totalement, et là nous n'avons pas été trop optimistes, nous avons exclu la formule classique des matchs que nous avons depuis un certain nombre d'années. Et donc ce qui a été proposé au club, là c'est en discussion, c'est de pratiquer sous forme de tournoi, une fois par mois, avec une formule sportive qui permettrait de tenir compte effectivement du nombre d'équipes en place, du temps alloué, parce que dans un week-end on ne peut pas tout faire, et puis aussi de la condition physique, puisqu'il s'en va de soi que lorsqu'on a du mal à s'entraîner, lorsqu'on sort d'une année effectivement quasiment sans entraînement, que la condition physique n'est pas forcément optimale. Donc là-dessus nous travaillons, et pour nous il est clair qu'il faut que l'on reparte. Il faut que l'on reparte. Alors bien sûr, la solution vaccinale semblerait être la meilleure, mais nous sommes prêts aussi à travailler avec toutes les autres solutions qui permettent, en garantissant la santé des pratiquants, de retrouver un allant pour le volleyball pour cette saison. Combien de clubs qui a répondu, puisque vous avez fait une réunion? Il y a des clubs, ils sont tous présents ou enfin les responsables? Alors, présents, il y avait 12 clubs présents sur les 16 que compte la Ligue, sachant que certains ne pratiquent pas le volleyball en salle et que certains sont de nouveaux clubs. Mais effectivement, pour nous, le discours a été très bien. Nous avons pu échanger largement, aussi bien sur les difficultés qui sont, premièrement, les difficultés sportives, mais aussi les difficultés qui sont des difficultés financières. Parce que lorsque vous avez un club et lorsque vous n'avez pas de licencié, vous n'avez aucune ressource. Voilà. Et quand bien même il y en aurait une poignée qui voudrait jouer, c'est l'effet de masse, le nombre de licenciés qui fait la différence. Maintenant, nous sommes en discussion. Nous attendons aussi la nouvelle date du 12 qui va donc, espérons-le, nous permettre de voir ce couvre-feu aller un peu plus loin. Et puis aussi, nous prenons contact avec les gestionnaires de salles, maintenant que la météo s'est un peu éclaircie, pour voir dans quelle mesure on pourrait accéder, parce que là aussi, vous avez toute une série de vérifications à faire à l'entrée des passes qui vont incomber au club, effectivement, parce que la charge, je pense, sera trop importante pour les municipalités. Donc nous allons nous prendre ça en charge. Donc il faut de l'organisation, il faut du monde, il faut du bénévole. Et par les temps qui courent, le bénévolat, c'est quelque chose qui est relativement rare. Oui. C'est vrai aussi, Président, que ça fait 2 ans que les présidents de club paient leur affiliation, leur engagement, leur licence, et il ne faut pas de compétition. Là, ça va faire la 3e année. Qu'est-ce que vous avez prévu je modère quand même en disant que en 2020, nous sommes allés jusqu'en mois de mars. C'est-à-dire que vous avez un tiers des compétitions. Non, nous étions à la porte des playoffs. Nous étions à la porte des playoffs à cette année. Donc on avait 4 clubs font les playoffs, pas la totalité des clubs. Donc nous avions quasiment bouclé la saison à l'exception des playoffs. La coupe que nous n'avions pas jouée en 2020, nous l'avons jouée en 2021. Oui, nous avons terminé la Coupe 2020 en 2021. Ce que l'on essayait de faire, c'est que la Coupe 2021 se fasse sur ce dernier trimestre. Bon, si on retarde les reprises, c'est vrai qu'il y a tous les risques de blessures, de non-compétitivité. On ne fait pas une coupe pour une coupe, on fait une coupe parce qu'il y a du spectacle, parce qu'il y a de l'enjeu, parce que les équipes vont se donner. Donc on ne se donne que si on est en condition physique. Donc en gros, dites aux responsables de voler, c'est pas de demander de... Non, le débat est ouvert, nous ne sommes pas aussi catégoriques. Nous avons fait une proposition qui semblait relativement intéressante sur les catégories
catégorie jeune, de moins de 15 ans, nous proposons la gratuité des licences. Ouais. Voilà. Là où Alors, il y a ce fameux pass qu'a mis en place le gouvernement. Ça vous concerne aussi Ça concerne les familles qui peuvent en bénéficier. Oui. Donc, Il y en a quand on pas regarde à la loupe, forcément, il n'y a pas forcément beaucoup en Martinique. Et puis aussi dans le volleyball. Absolument. Donc ce n'est pas vraiment une solution palliative au coût des licences. Pour nous ici. Voilà. Ouais. Donc les retours, nous les aurons bientôt, nous saurons, mais là aussi, la discussion sur les coûts. Chez nous, les sommes demandées sont quand même raisonnables. Ce sont des petites sommes. Sont raisonnables. C'est vrai aussi que la France a été championne olympique. Donc, est-ce qu'à ce niveau, au niveau de la Fédération française, il y aura des retombées financières, entre guillemets, pour la Ligue de Marseille ? Tout le monde est en difficulté. Tout le monde est en difficulté. Comme disait Samuel, c'est vrai que là-bas, plus de vaccination, plus de reprises, mais il faut quand même subir le contre-coup. Si vous parlez de la manne financière des Jeux Olympiques, il faudra peut-être essuyer aussi quelques factures du côté de la Fédération. Donc rien n'est moins sûr. Moi, comme je le dis souvent, ce que nous attendons cette année, parce que cette année, nous voulons la mettre sous le sceau de la formation. Tant qu'à faire, s'il y a des semaines qui sont libres, s'il y a des week-ends qui sont libres, c'est former tout azimut, parce que c'est vrai que nous avons eu un petit retard dessus. Mais là, effectivement, lorsque l'on va repartir, on puisse repartir avec des bases nouvelles, puisque les réglementations changent, les niveaux de formateurs changent, les niveaux d'arbitrage changent. Il y a toute une refonte qui s'est faite au niveau de la Fédération française. Donc ça va nous laisser le temps d'y recoller. Et puis par la suite, bien quand le ciel sera totalement dégagé, que l'on puisse partir avec un encadrement technique et sportif bien meilleur. C'est vrai qu'à l'issue de la réunion, vous avez demandé au club de voir dans leur structure ce qu'il en était pour savoir si les joueurs pouvaient reprendre. Si jamais ils ne reprenaient pas, est-ce que ce serait une frustration pour vous ? Oui, parce que je suis optimiste. Vous savez, quand on est à la place de président de ligue, il faut être optimiste tout le temps, parce que c'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours, et là, c'est un combat, on ne veut pas s'avouer vaincu. C'est-à-dire que tant qu'il y a une petite flamme d'espoir, quel que soit, parce que je n'ai pas cité le beach volley aussi. Le beach volley, c'est une discipline qui va se pratiquer, que l'on veut développer depuis... Qui se fait en plein air en plus. Voilà, que l'on veut développer depuis quelques années. Il y aura peut-être plus au beach que... Il faut que les joueurs aient envie, que les pratiquants aient envie, mais c'est une opportunité malheureuse pour nous de pouvoir développer cette discipline. Ouais. Donc on ne baisse pas les bras, on est optimiste, et je pense que de ce que j'ai entendu vendredi dernier, il y aura un certain nombre de clubs qui vont venir rejoindre les formules que nous avons proposées. Et qu'en est-il des sélections de Martinique, puisque ces derniers temps, ils étaient quand même assez impliqués dans les compétitions caribéennes? Bien, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que maintenant, il faut regarder un tout petit peu plus loin. L'horizon 2022, c'est quoi? C'est énormément de compétitions qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020-2021, qui sont toutes des compétitions qualificatives pour soit les tournois continentaux, ou les tournois régionaux, les tournois continentaux. Donc l'année prochaine, j'ai vu au programme, mais tout ça, ça reste en pointillé, puisque la situation de beaucoup de nos confrères dans la Caraïbe n'est pas non plus des meilleures. On a vu des compétitions U16, U18, U20, des compétitions seniors. Donc là aussi, ça fait beaucoup de compétitions, ça fait beaucoup de sollicitations. Il faudra regarder en fonction des forces vives, c'est-à-dire que pas de vaccination, pas de voyage. Hein. Et puis, il faudra regarder aussi en fonction des finances, parce que autant de sollicitations dans les temps de crise, puisque... Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Nous sommes dans une pseudo-crise économique. Savoir comment nous allons pouvoir satisfaire tout le monde. Je voudrais revenir, si vous voulez bien, Président, pas avec vous, mais avec le Président Samuel Perrault. Il a parlé de la Coupe de France. Il faut trouver des équipes. Alors, vous allez vous baser sur quoi? Sur quel classement pour cette compétition? Alors, on va rencontrer les clubs dans les jours qui viennent. Donc, peut-être pas déflorer le sujet, parce que c'est sensible. Parce que la Coupe de France est une compétition qui est très prisée, parce que depuis les années 60, parce que les Antilles participent à la Coupe de France en foot depuis les années 60. Donc depuis 60 ans. Et donc il y a cette envie toujours, le syndrome du Boeing, vous savez, de partir avec la valise. Et puis aujourd'hui, il y a un enjeu financier qui est important, parce que cette compétition est quand même relativement bien dotée.
je rappelle les dotations, hein, ça va faire saliver certains, enfin les clubs qui nous écoutent et que ça intéresse. Au 7e tour, les 2 équipes qui sont qualifiées au 7e tour en chacune 7 500 €. Celle qui donc gagne et qui se qualifie pour le 8e tour empoche 15 000 € de plus, donc 22 000 € au total. Et si cette équipe a la chance de se qualifier pour les 32e de finale, c'est un cumul de 50 000 €. Donc, et le club franciscain qui a touché les 16e de finale l'année dernière, voilà, ça a eu une cagnotte qui est très importante. Est-ce vraiment une cagnotte dans la mesure où on sait que ces équipes-là doivent se déplacer non, mais c'est une cagnotte. Le 7e tour, personne ne se déplace déjà. Donc c'est vrai que le club franciscain, c'est peut-être pas le bon exemple. Parce qu'ils ont eu d'autres compétitions. Voilà, et puis c'est parce que le club dépense, parce qu'il veut récompenser les joueurs, d'autres personnes, des dirigeants, etc. Mais il faut savoir que lorsque vous partez, la fédération prend en charge une délégation de, je ne sais plus, 23 personnes. Donc après, c'est sûr, hein, si vous emmenez 30 personnes, les 7 sont à votre charge. Donc c'est pour dire que c'est quoi le principe? C'est qu'on sera obligé d'avoir un système adapté avec moins de clubs. Donc on est sur quelque chose qui devrait être autour de 16 clubs, avec peut-être une part sur la valeur sportive. Donc voilà, ça peut être les premiers de la régionale 1 de l'année dernière, et puis des clubs qui seront tirés au sort parmi ceux qui se seront engagés, puisqu'il y aura un cahier des charges qui, notamment s'agissant des questions sanitaires, où les clubs auront des obligations, et il faudra qu'ils s'engagent à respecter ces obligations pour pouvoir faire partie des gens, des clubs qui seront tirés au sort. C'est ça ce qui, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, a été proposé. On attend que la fédération valide ça. Il y aura certainement une décision du comité exécutif de la Fédé, le COMEX, pour éviter toute discussion et tout contentieux juridique autour de ça. Oui, il y a ça aussi. Alors, comme on est dans la Coupe de France, président Ronald, pourquoi le volleyball n'a pas aussi une Coupe de France? Parce qu'il y a une coupe locale. Oui, il y a la coupe de Martinique, celle que nous connaissons, celle du trophée CTM. Après, la question est souvent posée, mais vous avez bien entendu que au football, c'est la fédération qui prend en charge, et il n'y a pas de commune comparaison entre la fédération française de football et celle de volleyball. Donc, financièrement, ça paraît relativement difficile. Et nous en discutons chaque année, hein, donc, et c'est pour ça que je reviendrai dessus. Nous avons créé l'Union des ligues ultramarines, qui propose des compétitions propres aux ultramarins, hein, comme par exemple la Coupe de France que nous aurions dû, c'est la Coupe de France que nous aurions dû faire, mais celle des ultramarins en Martinique, ça fait 2 ans donc qu'elle est reportée, et puis on se dirige aussi faire des compétitions qui sont des compétitions de beach volley. Mais ça, c'est un sujet purement financier, quoi. Alors, et vous allez commencer par quoi? Si le foot commence par sa Coupe de France, vous allez commencer, comme vous aimez dire, si le ciel s'éclaircit. Si le ciel s'éclaircit, nous avons une grande envie de faire travailler les jeunes, hein, énorme envie, donc, et c'est notre priorité, hein, dans le comité et depuis quelques années, c'est-à-dire faire pratiquer les jeunes, que ce soit les moins de 12 ans, les moins de 18 ans, c'est la priorité, d'accord? Donc eux vont commencer semaine après semaine, puisqu'on va établir une catégorie par semaine en termes de compétition, et puis viendront après les seniors. Pour cette coupe, donc, comme je disais, la Coupe de Martinique, elle est prévue sur les 2 derniers mois. Si ce n'est pas possible pour X raisons, eh bien, elle sera reportée à plus tard. C'est bien dommage. Alors, je veux revenir au football. Président, vous avez parlé de SR Foot. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est exactement ce projet qui a été dans le pays? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est plus qu'un projet, c'est une réalisation. Et, donc, c'est un dispositif qui a permis à la Ligue de football de recruter 14 jeunes footballeurs et footballeuses. Plus 2 cadres, hein, comme un coordonnateur du projet et
un correspondant administratif et pédagogique. Et donc, ces 14 jeunes sont dans un processus pendant 1 an. Ça a commencé le 3 mars. Donc, ils sont dans un processus pendant 1 an où ils ont du sportif, puisque ce sont des footballeuses et des footballeurs, donc ils ont quasiment 2 ou 3 fois par semaine, voire plus, du perfectionnement sportif. Ils vont au terrain le matin, et voilà. Deuxième axe, c'est de la formation au métier du football et du sport et de l'animation. Donc on est à mi-parcours là du dispositif et ils ont quasiment tous eu déjà le BAFA, les certificats fédéraux de formation au football. Pour certains, ils iront jusqu'au brevet de moniteur de football, le BMF. Ils sont tous des arbitres déjà parce qu'ils ont suivi ça. Et puis d'autres formations qui sont liées au football, à l'informatique appliquée au football, etc. Et puis un troisième volet qui commence là, le 15 octobre, qui est la réalisation d'un projet de formation professionnelle. Et donc dans divers secteurs d'activité, que ce soit l'économie bleue, silver economy, verte, ils montent individuellement un projet de formation professionnelle. Ils ont une enveloppe de 5 000 euros, un peu plus de 5 000 euros, qui leur permet de réaliser leur projet de formation professionnelle. Donc ça passe par une immersion en entreprise. Je prends l'exemple d'un d'entre eux qui est intéressé par tout ce qui est transport de personnes à mobilité réduite. Il a déjà une qualification et il n'avait pas de boulot en ce moment, donc il a été recruté justement dans ce dispositif. Et là, il est en passe de trouver une entreprise qui va pendant 3 mois et demi l'accueillir pour pouvoir avoir cette expérience au sein d'une entreprise de transport de personnes à mobilité réduite de luxe d'ailleurs. C'est une jeune femme qui a créé cette entreprise et qui va sans doute l'accueillir. Donc voilà, il y en a d'autres qui sont sur le digital, le numérique, qui vont là. Donc très, très sincèrement, on est très fiers de cette réalisation. Alors ça a un coût. C'est un peu plus de 800 000 euros. Financé à 70% par les fonds structurels européens, le Fonds social européen, plus une dotation de la collectivité territoriale qui, dans tous les projets de ce genre, abonde en complément de financement les fonds structurels européens. Voilà, grosso modo, c'est 560 000 euros du FSE, Fonds social européen, et puis le reste dans une subvention de la collectivité territoriale. Alors, ça a été difficile à mettre en œuvre s'agissant des questions de trésorerie, parce que quand vous mobilisez des fonds structurels comme ça, vous avez 40% d'avance, mais les 40% d'avance n'arrivent qu'au bout de 4 mois après le début du projet. Et le reste, donc, il a fallu discuter avec des banques, faire ce qu'on appelle des prêts relais. Donc, voilà, je profite pour saluer le jeune Woody Rapon, qui est le chef de projet de cette affaire, qui a travaillé pendant 1 an en amont, dans le cadre de la validation d'une formation universitaire, un master. Et voilà, et puis dire aussi pour que ça soit complet, que c'est une forme de préfiguration de ce qu'on souhaite, une transition du football amateur vers le football professionnel. Et on aimerait construire quelque chose à partir de ces fonds structurels européens, un peu sur le modèle du RSMA, tout simplement, qui utilise les mêmes dispositifs. Le RSMA, c'est ni plus ni moins que un large financement sur plusieurs années du FSE, et puis également des aides relativement importantes de la collectivité territoriale, puis un peu quand même des forces armées aux Antilles. Oui. Alors visiblement, ce sont des jeunes qui ont un certain niveau académique. Alors, il n'y a pas aussi partenariat, soit avec les autorités d'éducation nationale, soit avec le rectorat? Donc, dans ce dispositif. Oui, alors, il y a le partenariat est naturel avec évidemment tout ce qui est institutionnel relatif à l'emploi.
Donc avec notamment le recrutement a été possible grâce au club, parce que ce sont tous des jeunes, ils sont issus des clubs, notamment des clubs du centre nord-atlantique, mais également le Pôle emploi qui a participé au processus de recrutement, et puis les missions locales. Les missions locales. Et puis nous sommes en discussion avec l'IMFPA pour qu'il puisse y avoir des chutes, voilà, comme on dit. Si au sortir de ce dispositif en début d'année prochaine, le jeune ou certains jeunes n'ont pas pu parfaire un schéma ou un processus de formation suffisant, qu'il puisse y avoir une espèce de relais pris effectivement avec les institutions qui existent déjà en matière de formation professionnelle. Mais par rapport à ce que j'ai vu, même si il y en a qui partent peut-être un petit peu plus loin, parce qu'effectivement sur les 14, il y en a même une qui a un niveau Bac plus 4, et puis il y en a d'autres qui étaient un petit peu plus en difficulté sur le plan scolaire et universitaire. Mais sur ce que j'ai pu voir, on est dans une belle dynamique, et j'espère qu'effectivement ça débouchera sur des choses concrètes pour ces jeunes. Président, sur le futsal, je reviens. C'était, je pense que vous l'avez vu, c'était la finale de la Coupe du Monde dimanche entre l'Argentine et le Portugal. C'est une bonne finale. Mais il y a certains présidents de clubs qui se plaignent que la discipline n'est pas exploitée au niveau de la Ligue de football. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, je leur réponds que le futsal, contrairement à ce que certains disent, est plutôt le parent riche du football, parce que depuis, et Clément le sait, je le sais très bien, depuis 4 ans maintenant, il y a beaucoup d'investissements qui ont été réalisés pour développer le futsal. Donc on est sous le même schéma, on veut reprendre progressivement. Il faut se calmer, comme disait le professeur Raoult, pas d'affolement. On va faire en sorte que les compétitions qui n'ont pas pu avoir lieu l'année dernière, notamment la coupe qui n'a pas pu se terminer, et puis le fameux Final 8. Voilà, qui va se faire. C'est pas mal. Alors, il faut qu'on trouve un nom créole. Oui, on avait trouvé le 6 majeur, on avait bien trouvé quelque chose. Et donc, va pouvoir se jouer et permettre même de qualifier une équipe pour des compétitions CONCACAF. Donc voilà, alors ceux qui sont inquiets, il faut leur dire chaque chose en son temps, les choses reprennent, et le futsal ne sera pas oublié. J'espère qu'ils nous écoutent ce soir. Donc on arrive au terme de cette émission, donc on va faire le mot de la fin avec le président Régna, enfin les deux, président Régna. Eh bien, en tout cas, je voulais encore saluer Zouk TV pour accompagner le mouvement sportif, ce qui est important. Il faut nous donner une fenêtre de discussion, une fenêtre d'expression, et ça, nous sommes contents à chaque fois que nous sommes invités à Zouk TV, et en ce qui concerne le volleyball, nous répondrons tout le temps présent, et donc et c'est un mot ensemble pour l'ensemble du sport martiniquais, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier les choses qui ont fait notre plaisir, notre force, notre cohésion, et qu'à partir de là, donc, j'incite dans les meilleures conditions sanitaires l'ensemble des sportifs martiniquais à reprendre les disciplines et le sport, parce que c'est un élément très 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 fort de notre société martiniquaise. Et tout particulièrement, ce message s'adresse bien sûr aux volleyeurs. Bien fait. Et pour le foot? Oui, mais le président Ronald a tout dit. Ce sont des vœux, mais toujours en disant aux uns et aux autres que il faut pas toujours rejeter la faute sur l'autre. Il faut saisir les opportunités. On est normalement un peuple résilient, ça veut dire qu'on est en capacité, peut-être depuis la sortie de l'esclavage, et peut-être aussi depuis la période d'un temps Robert, on a cette capacité normalement dans notre ADN à se relever des situations difficiles. Les événements naturels, cycloniques nous ont, même si peut-être la nouvelle génération a un petit peu plus de mal, mais donc c'est ça, les crises depuis la nuit des temps ont toujours, qu'elles soient liées aux catastrophes naturelles, qu'elles soient liées aux crises sanitaires comme ça, ont toujours secoué des pays, des continents, aujourd'hui le monde entier. Donc il faut se retrousser les manches, comme dirait peut-être quelqu'un bien connu, grand homme martiniquais, et puis être imaginatif
pour aller de l'avant. Alors un petit mot aussi pour les autorités, pour dire que voilà, il y a une situation qui est particulière. Il ne s'agit pas d'être forcément dans une posture de moralisatrice et de condamner systématiquement. Il faut comprendre, il faut être à l'écoute. Il y a des enjeux très importants, des enjeux économiques, des enjeux de santé et des enjeux d'insertion sociale. Si ça ne repart pas, la pratique sportive va se faire quand même dans la rue, sans être encadrée, avec peut-être plus de risques de divers ordres. Donc voilà, c'est plus un message d'espoir et d'encouragement pour que l'ensemble du mouvement sportif puisse se prendre en charge et puis parfois, quand il le faut, taper du poing sur la table. Bien. Alors, on est tellement heureux de vous voir et puis on remercie Eric. Alors, ce sont des petits pâtés faits localement pour vous remercier. Un petit pâté pour président de la part d'Éric Modeste et son épouse qui savait qu'on recommençait les émissions pour président. Merci. Et qui a dit je vous ramène le petit. C'est pour vous aussi, mais bien sûr, un petit pâté, mon ami Philippe, pour vous permettre d'être en forme parce que bon, c'est fait localement. Donc des petits pâtés, coco, banane. Éric Modeste et son épouse qui nous a offert ce petit goûter pour vous ce soir. Ça va vous servir de dessert. Eh bien, merci à Madame Modeste pour ce geste. Absolument. Et c'est comme ça qu'on termine? Oui, je voulais juste faire un petit coucou à une téléspectatrice de Grand Rivière qui est très contente de savoir que nous avons appris ce soir. Elle fait jouer au volley aussi, hein? Oui. Elle joue au volley, je suppose. Voilà. Et vous, il y a quelqu'un qui joue au basket, non, avec vous, non? Donc, moi, je penserais à tous mes anciens élèves qui ont été grands noms du basket passé et encore présents, et à qui je ferai un petit coucou aussi. Voilà, ben moi je vais faire l'athlétisme. Hein. Et moi j'étais à Petit-Anse avec la famille hier, et dans le cœur du volleyball. Dans le cœur du volley. Et vous étiez au football, hein, dans le cœur du foot. Vous n'étiez pas au Golden Star ou quelque chose comme ça, non? Pas du tout. Pas du tout. Mais écoutez, nous on remercie Grégory, on remercie Manuela, et puis je remercie également, j'envoie un coucou à tous ceux qui font du running, à tous ceux qui font de la course trail bientôt, et on l'espère, on croise des doigts, kilomètre vertical en haut de la montagne Pelée, du côté de Tartane. Je salue Philippe, on aura l'occasion de revenir dessus. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine, pleine de santé surtout, et puis revenez-nous en forme dans Sportez-vous bien. Allez, à lundi prochain.